Au Vietnam, l'histoire du combat aérien entre dans une nouvelle phase. Les pilotes américains, harcelés par les attaques furtives des MiG nord-vietnamiens, vont exploiter jusqu'à l'extrême limite les capacités de leur tout nouveau chasseur, le F-4 Phantom. Les duels dans le ciel ne durent que quelques secondes. Les combattants manœuvrent frénétiquement pour bénéficier d'un bref instant favorable au tir de leur redoutable missile air-air. Voici l'histoire des combattants du ciel qui s'affrontèrent dans ces batailles mortelles. Voici comment leurs succès et leurs échecs ont façonné les nouvelles règles de la guerre aérienne. Voici ce que vécurent les tueurs de MiG au Vietnam. Mars 1965. Le président Johnson lance l'opération Rolling Thunder. C'est une campagne de bombardement massif du Nord-Vietnam destinée à appuyer la guerre terrestre qui s'intensifie au sud du pays. L'objet de cette campagne est de réduire le flot d'approvisionnement destiné aux insurgés communistes du Sud, les Viet Cong, et de faire comprendre clairement à Hanoï qu'aucun envoi de renfort supplémentaire ne sera toléré. Cette stratégie a pour conséquence de créer deux zones où les conditions de combat sont très différentes pour les aviateurs américains. Au Sud-Vietnam, ils jouissent d'une supériorité aérienne incontestée. Si les tirs anti-aériens leur font courir des risques non négligeables, les pilotes opèrent néanmoins sans difficulté. Au-dessus du Nord-Vietnam, il n'en va pas de même. Les aviateurs américains doivent parer à une triple menace, d'une efficacité redoutable. À partir du milieu des années 60, des milliers de batteries anti-aériennes de plus en plus puissantes sont installées afin de protéger les voies de communication principales et les objectifs stratégiques. Au printemps de 1965, les premiers missiles sol-air font leur apparition. Ce sont des SA-2 de fabrication soviétique. Guidés par radar, ils atteignent Mach 3 et montent jusqu'à 20 000 mètres d'altitude. Mais ce qui surprend le plus l'aviation américaine, c'est la force aérienne nord-vietnamienne rapidement mise sur pied avec l'assistance de l'Union soviétique et de la Chine. Elle est équipée du MiG-17 soviétique, avion relativement lent mais très agile, et du MiG-21, plus rapide et beaucoup mieux armé. Les pilotes nord-vietnamiens deviennent réputés pour leurs raids furtifs contre les équipages de chasseurs-bombardiers américains. Les MiG sont beaucoup plus maniables que les grosses machines envoyées par l'US Air Force du type F-105 Thunder Chief, l'avion le plus couramment utilisé pour l'opération Rolling Thunder. Les Nord-Vietnamiens se servent de cet avantage pour attaquer brusquement, à courte distance, avec des missiles ou au canon. Les équipages d'avions d'attaque peuvent échapper aux MiG en larguant leurs munitions et en poussant les gaz. Mais les embuscades bien coordonnées font de plus en plus de victimes. Les militaires américains demandent l'autorisation de lancer des frappes aériennes contre la base principale des MiG à Phu Quien dans le cadre des premiers raids de l'opération Rolling Thunder. Mais la demande est rejetée, de crainte de voir la Chine rentrer dans le conflit en participant à la défense aérienne du Nord-Vietnam. L'US Air Force déploie les 7 premiers escadrons de F-4 Phantom à la base d'Ubon en Thaïlande, début 1965. Ils sont là pour affronter les MiG en combat aérien, une mission pour laquelle les équipages de Phantom se sentent mal préparés.
Au milieu des années 60, l'entraînement américain au combat est concentré sur la défense contre les attaques éventuelles de bombardiers soviétiques à long rayon d'action. Rien à voir avec les tactiques de combat aérien rapprochées des guerres précédentes. Pourtant, ce sont ces tactiques que les équipages de Phantom vont précisément retrouver dans le ciel du Vietnam. J'ai fait ma formation de pilote pendant 1 an. Ensuite, j'ai passé 6 mois à me familiariser avec le F4. Puis j'ai volé encore 6 mois en escadron opérationnel. Un investissement de 2 années. Et je deviens pilote de combat. Brusquement, la guerre du Vietnam prend de l'ampleur. On nous ressort les vieux livres écrits par les pilotes de la guerre de Corée et de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces ouvrages, on parle de manœuvres dont je n'avais jamais entendu parler. Des attaques en tonneau, des yo-yo à grande vitesse, des yo-yo à basse vitesse, des ciseaux verticaux en roulis, des ciseaux. Non seulement je ne connaissais pas ces manœuvres, mais je n'avais jamais entendu ces expressions. C'étaient toutes les tactiques de chasse pour passer derrière l'adversaire afin de lui tirer dessus. Les premières missions de défense aérienne de l'US Navy sont réparties entre les F-4 et les F-8 Crusader, des chasseurs monoplaces capables d'opérer à partir des ponts courts des anciens porte-avions. Rapidement, pour contrer la menace croissante des MiG, la Navy s'appuie de plus en plus sur le Phantom, plus moderne. Le F-4 est alors considéré comme le meilleur avion de combat aérien au monde. Il peut recevoir 2 types de missiles, l'AIM-9 Sidewinder à tête chercheuse infrarouge ou l'AIM-7 Sparrow à guidage radar. Les spécialistes sont persuadés que le missile sera l'arme du combat aérien, en particulier le Sparrow, qui peut être tiré d'une distance de plus de 20 km, une capacité bien supérieure à celle de l'arsenal soviétique. Mais le choix exclusif de solutions de haute technologie, avec des missiles guidés, aboutit à un avion qui ne convient pas aux engagements de proximité avec les MiG vietnamiens. Le raisonnement dans ces années 64-65 était « ce genre de guerre est terminé. Maintenant, contre des bombardiers, on tirera des missiles sans manœuvre. Ils ne pourront pas échapper à ces missiles qui sont trop malins, trop rapides et capables de grandes accélérations. » On est donc parti au Vietnam avec des F-4 sans canon, avec un missile à guidage radar et un missile infrarouge conçu pour abattre des gros bombardiers. Il n'était pas si efficace que ça. Les Phantoms expérimentent toutes sortes de tactiques pour protéger les équipages des avions d'attaque qu'ils escortent. Pour certaines missions, les chasseurs accompagnent le bombardier jusqu'à l'objectif. Souvent, ils arrivent avant les formations d'attaque pour effectuer des rondes de protection entre les objectifs et les MiG. Le terme MiG-Cap, MiG Combat Air Patrol, désigne, dans le vocabulaire des aviateurs, toutes ces opérations anti-MiG. Début 1965, pour avertir les pilotes de toute action ennemie imminente, un détachement d'EC-121 Big Eye, l'ancêtre des AWACS, patrouille au-dessus du golfe du Tonkin. Ce quadrimoteur est muni d'un puissant radar qui fournit une image en temps réel du trafic aérien à moyenne et haute altitude au-dessus du Nord-Vietnam. La surveillance est complétée par le Red Crown, un navire radar d'alerte et de contrôle croisant au large du golfe du Tonkin. Dès que des MiG sont détectés par l'un des 2 piquets de surveillance, un appel d'alerte est immédiatement transmis aux avions d'attaque et aux MiG-Cap dans tout le secteur. On nous prévenait que les MiG étaient dans le coin. Hanoï était l'œil du cyclope. Il nous avertissait et nous donnait une distance et des coordonnées. On en déduisait que les chasseurs ennemis étaient au nord-ouest ou au sud-ouest de Hanoï, à 60 ou 80 km. Et on n'avait plus qu'à les repérer visuellement. Le F-4 est équipé de son propre radar, très puissant, contrôlé par un second homme d'équipage assis derrière le pilote. Dans l'US Navy, on le surnomme RIO, pour Radar Intercept Officer. Dans l'US Air Force, c'est le GIB, pour Guy in Back, l'homme assis derrière. Théoriquement, sa tâche est plutôt simple. Il doit aider le pilote pour la navigation,
puis repérer et suivre les avions ennemis. En réalité, c'est une tâche très complexe. Le temps n'avait plus de sens. Il fallait regarder sa montre pour savoir combien de temps s'était écoulé, parce que l'adrénaline coulait à flot. Il fallait réagir. On nous demandait combien de temps as-tu passé sur le radar? À peu près 90% du temps. Et combien de temps à l'observation visuelle? À peu près 90%. On était comme ces ordinateurs multitâches d'aujourd'hui qui font tout instantanément. On surveillait à 6 heures, tout va bien. Notre position maintenant, l'heure, rien sur le radar. Un autre coup d'œil, on faisait tout en même temps. Les deux hommes à bord du Fantôme doivent impérativement coordonner leurs actions. Pourtant, dans les débuts, beaucoup de pilotes éprouvent des difficultés à opérer avec un équipier, surtout en combat, quand les questions de vie ou de mort doivent être résolues dans l'instant. Le gars de derrière voit ce qui se passe sur le radar. Il dit « Ok, j'ai un client à 20 sur la droite, 10 au-dessus, 15. » Ce qui veut dire 15 miles. C'était bien l'endroit où il était au moment où le gars l'a vu, mais le temps qu'il vous le dise, il n'y est plus. Tout change en permanence dans le ciel. C'est comme s'il y avait 6 dimensions, parce qu'on n'est pas les seuls à se déplacer. L'adversaire bouge aussi. Pour être vraiment utile, il faut être informé en permanence, et ça, c'est impossible. On ne dispose que de bribes d'informations. Cette communication verbale des équipiers était très difficile, très éprouvante et lente. Tout dépend d'une bonne compréhension entre les équipiers, surtout au moment où le Rio ou le Gib commence à repérer un MiG, et qu'en même temps, il doit vérifier l'efficacité du système d'armes en fonction de la menace. Le Sidewinder est conçu pour se diriger vers la chaleur de la tuyère. Il ne peut être lancé que si l'on se trouve derrière le MiG. Quant au Sparrow, à guidage radar, il apporte théoriquement l'avantage du calage à longue portée. Mais selon les règles d'engagement de l'US Air Force, il faut impérativement identifier l'objectif visuellement, généralement en faisant un passage rapproché avant de pouvoir activer le système de guidage du missile, encore peu évolué. Il fallait attendre 4 secondes avant de pouvoir tirer. Il fallait d'abord attendre 2 secondes pour que le radar se stabilise. C'était un système analogique ancien à lampe. 2 secondes d'attente et 2 secondes de plus pour alimenter les données et programmer le missile. Si on faisait feu à 3 secondes et demie, le missile n'était pas prêt. Donc on entendait caler, 1, 2, 3, feu. Et il fallait absolument attendre 4 secondes. C'est une éternité quand on se déplace à vitesse supersonique. Quand le pilote appuie sur le bouton, il y a encore 1 seconde et demie de délai avant le départ du missile. L'équipage doit rester calé sur le MiG jusqu'à l'impact du Sparrow. Un véritable exploit en situation de combat. Les chasseurs nord-vietnamiens opèrent en général de façon très coordonnée. Et si un F-4 réussit à engager un MiG, c'est qu'il y en a d'autres dans les parages. Les intercepteurs adverses sont contrôlés par des opérateurs radars au sol, qui dictent chaque manœuvre au pilote. La tactique, appelée GCI, interception contrôlée du sol, émane directement des méthodes d'attaque soviétiques et s'avère moyennement efficace au Vietnam. Les contrôleurs au sol transmettent continuellement les positions exactes des avions américains aux pilotes de MiG, ce qui leur laisse amplement le temps de tendre des embuscades. Les 2 puissants réacteurs du Fantôme ne facilitent pas les choses. Ils laissent de larges traînées noires dans le ciel, ce qui permet leur repérage par les chasseurs ennemis et les batteries anti-aériennes. Le rythme des bombardements Rolling Thunder sur le Nord-Vietnam s'accélère considérablement en 1966 et 1967. Déçu par les résultats médiocres de l'opération, le président Johnson autorise le bombardement de nombreux objectifs auparavant interdits, y compris pour la première fois des installations situées à la périphérie ou dans le centre des villes de Hanoï et de Haiphong. La guerre aérienne s'intensifie et pour y répondre, l'armée de l'air nord-vietnamienne se renforce.
Au printemps 1966, les premiers MiG-21 font leur apparition au combat. À l'époque, c'est le plus moderne des intercepteurs soviétiques. Il est presque 2 fois plus rapide que le MiG-17. Ses performances dépassent largement celles d'un chasseur-bombardier du type F-105. Il est même plus maniable que le Phantom ou le Crusader. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il peut aussi être armé de 4 missiles Atoll, l'équivalent soviétique du Sidewinder à tête infrarouge. En outre, la lente montée en puissance de la guerre donne aux pilotes nord-vietnamiens le temps de perfectionner leur habileté au combat. Les MiG retardent souvent l'engagement jusqu'au dernier moment, quand les derniers avions d'attaque, n'ayant plus de réserve de carburant, s'éloignent de leurs objectifs. Avec de meilleurs appareils, des équipages mieux entraînés, les Nord-Vietnamiens développent de nouvelles tactiques redoutables. Nous ne les trouvions pas, c'est eux qui nous trouvaient. Ils grimpaient vers nous et essayaient de mener des attaques perfides sur la formation d'attaque, dans l'espoir de forcer les avions à larguer leurs bombes avant d'atteindre l'objectif. Et ils combinaient parfois des MiG-17 et 1 ou 2 MiG-21. Les premiers servaient d'appât pour obliger les F-4 et les F-105 à leur faire oublier ce qu'ils étaient venus faire. Ils tentaient d'entraîner les pilotes américains à leur poursuite, de détourner leur attention vers les MiG-17. Et là, les MiG-21 arrivaient, faisaient un passage à vitesse supersonique, tiraient 1 ou 2 missiles et filaient. À ce moment-là, les MiG-17 étaient déjà loin, mais toute la formation d'attaque était désorganisée, c'est ce qu'ils voulaient. À bord des F-4, les équipages sont frustrés. Non qu'ils soient incapables d'engager les MiG, mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs missiles. À l'époque, le taux d'efficacité de ces missiles ne dépasse pas 15%. Ils sont extrêmement difficiles à utiliser à courte distance et le plus souvent, leurs systèmes de guidage ne peuvent pas se caler sur leur cible ou tout simplement ne partent pas. Pour avoir plus de chance en combat approché, un escadron fait monter des nacelles canons au point d'attache central de ces fantômes. Elle comporte un Gatling à 6 tubes rotatifs de 20 mm dont la cadence de tir atteint 100 coups à minute. Ils sont utilisés pour la première fois en combat en mai 1967 par les hommes de la 366e escadre tactique de chasse, qui vont prendre pour nom les Gunfighters. En moins de 2 semaines, ils affichent leur première victoire, abattant 2 MiG lors d'un seul engagement. Mais la majorité des MiG abattus le sont par des missiles. Pourtant, la nacelle canon va peu à peu permettre de rivaliser avec les chasseurs vietnamiens en combat rapproché. L'US Air Force continue d'expérimenter diverses tactiques pour répliquer à la méthode favorite des pilotes ennemis, l'attaque fugitive. Souvent, une formation de fantômes armée à la fois de bombes et de missiles accompagne les chasseurs bombardiers F-105. C'est ce qu'on appelle un strike cap, une mission de frappe doublée d'une patrouille de combat anti-MiG. En cas de menace d'interception adverse, les équipages larguent immédiatement leurs bombes, rompent la formation et essaient d'engager les chasseurs vietnamiens. Si les MiG n'attaquent pas, les F-4 effectuent les frappes au sol avec les F-105. Parfois, on espérait presque que les MiG se présentent pour ne pas avoir à bombarder l'objectif. Non pas qu'attaquer les MiG nous semblait plus amusant que de larguer les bombes sur la cible, mais c'était notre rôle. Nous étions chargés d'empêcher les MiG d'approcher les F-105 qui devaient bombarder les objectifs. Une fois les bombes larguées, personne ne pouvait plus les rattraper sur le chemin du retour. Quant à nous, en fonction des équipages qui nous accompagnaient, on larguait d'abord les bombes. On s'assurait que les F-105 étaient hors de portée de l'ennemi et on revenait sur place pour s'amuser un peu. Ce qui veut dire qu'on allait à la chasse aux MiG, qu'on cherchait s'il n'y en avait pas qui poursuivaient les chasseurs bombardiers sur le chemin du retour pour se venger en quelque sorte.
Les nouvelles tactiques pour contrer les avions ennemis finissent par porter largement leurs fruits en 1967. Le plus grand succès a lieu au début de l'année, avec une des ruses les plus formidables de toute l'histoire de la guerre aérienne. Le 2 janvier, des dizaines d'appareils de plusieurs escadrons, dont plus de 30 fantômes de la 8e escadre tactique de chasse, la Wolfpack, participent à l'opération Bolo, une offensive pour éliminer les chasseurs ennemis au-dessus du Nord-Vietnam. L'opération est imaginée par le nouveau commandant des Wolfpack, le colonel Robin Olds. Comme beaucoup d'autres pilotes américains, il ne supporte plus les attaques fugitives des MiG et accepte mal les restrictions qui interdisent les frappes sur les bases aériennes ennemies. Son idée est simple. Il suffit de tromper les radars nord-vietnamiens en faisant croire que les fantômes sont une formation de chasseurs bombardiers et de forcer les MiG à se battre avant que leurs pilotes n'aient compris leur erreur. Les fantômes de la Wolfpack reproduisent toutes les caractéristiques d'une formation d'attaque de F-105. Ils prennent les mêmes routes, à la même altitude, à la même heure et aux mêmes vitesses que les Suds. Équipés de la même nacelle de brouillage que les gros chasseurs bombardiers, ils apparaissent au radar exactement comme les F-105. Mais les fantômes ne sont pas alourdis par des bombes. Ils emportent 8 missiles RR. Au début, la mission semble vouée à l'échec. La couverture nuageuse est épaisse et les chasseurs du colonel Holtz ont déjà fait demi-tour au-dessus de la base de Phu Quien. Soudain, un MiG solitaire se dessine sur l'écran radar juste en dessous de la formation. Les Américains essaient immédiatement d'engager le combat, mais au même moment, ils entendent un appel d'urgence d'un autre groupe qui vient d'arriver sur Phu Quien. Un MiG-21 sort des nuages et poursuit les appareils d'Holtz. Le capitaine Ralph Wetteran était un des responsables de l'organisation de l'opération Bolo et faisait partie de la formation. Les MiG grimpaient à travers les nuages en file indienne. Il n'y en avait pas qu'un, mais 4, assez espacés. Alors tout le monde commence à regarder partout. Certains d'entre nous voient un MiG-21 à 6 heures. D'autres en aperçoivent un à 8 heures. Et moi, j'en vois un à 10 heures. Tout le monde pense que c'est le même. Holtz commence à accélérer parce qu'il l'a vu. Puis il vire. Moi, je me cale sur celui que j'ai aperçu à 10 heures et je vois Holtz qui vire à droite en vol inversé vers lui. Je ne comprends plus rien. Je regarde à nouveau et je vois enfin l'autre MiG. On s'est bêtement laissé prendre en sandwich entre deux Viettes. Pendant plusieurs secondes, les communications radio sont incohérentes. Holtz parvient à manœuvrer pour tirer 2 Sparrows sur le MiG devant lui, mais les 2 missiles tombent en panne de guidage. Puis il tire 2 Sidewinder, mais ceux-ci sont attirés par la chaleur infrarouge des nuages. Pendant ce temps, Wetteran essaie frénétiquement de prévenir Holtz que l'autre MiG est en train de se mettre en position de tir, mais Holtz ne répond pas. Je me rapproche à hauteur d'aile pour qu'Holtz me voie, pour ne pas tirer à travers son aile, et je lance un missile radar. Je le sens partir, mais je ne le vois pas. Puis j'en tire un second que je vois. Il décrit un beau petit arc et il se cale. Boum! C'était un tel soulagement de voir pour la première fois un avion ennemi descendu, après avoir vu tant de fois nos appareils touchés, que j'ai hurlé dans ma radio. Je l'ai eu, je l'ai eu. Et l'émotion de cet instant, et même encore aujourd'hui, m'a fait frissonner. Mes mains et mes genoux se sont mis à trembler. Je savais que ce gars-là n'allait pas me tuer. Mais ça n'a duré qu'une seconde, ce n'était pas fini. Je regarde derrière moi et je vois des traînées de missiles partout dans le ciel, comme les doigts d'un squelette. Et s'ils vous touchent, vous êtes mort. Mais on ne sait pas lesquels sont calés sur vous. On voit juste la traînée. On ne voit pas les missiles. Certains sont là depuis quelques secondes, d'autres viennent juste d'apparaître. On n'a pas le temps d'analyser et de comprendre ce qui se passe. On les ignore et on continue de manœuvrer pour chercher la prochaine cible. Les Nord-Vietnamiens savent maintenant qu'ils ont été piégés, mais il est trop tard.
la Wolfpack pourchasse systématiquement les avions ennemis et finit par descendre 6 MiG-21 supplémentaires. L'un d'eux est finalement touché par un des Sidewinders du colonel Holtz. L'opération se solde par la destruction de près de la moitié des MiG-21 nord-vietnamiens, sans une seule perte côté américain. Les aviateurs américains ont maintenant le sentiment que les pilotes adverses peuvent être battus à leur propre jeu et que le F-4 s'avère supérieur au MiG-21 soviétique. Le succès de l'opération Bolo est attribué à la détermination et au talent de meneur d'hommes du colonel Holtz. Quelques jours plus tard, il monte une seconde opération piège. 2 fantômes simulent un vol d'avion de reconnaissance météo et réussissent à abattre 2 MiG-21 de plus. Le succès des équipages de chasseurs américains impressionne les Vietnamiens et provoque même un arrêt des combats aériens. Mais celui-ci sera de courte durée. Pendant toute l'année 1967, les États-Unis multiplient les bombardements sur le Nord-Vietnam. L'US Air Force et la Navy lancent quotidiennement de multiples missions qui regroupent souvent près d'une centaine d'appareils, y compris les avions auxiliaires. Des objectifs stratégiques, comme les aciéries, les centrales électriques et les voies ferrées entre la Chine et Hanoï, sont constamment bombardés. Plusieurs bases aériennes font aussi l'objet d'attaques. Et au plus fort de la campagne Rolling Thunder, Lyndon Johnson autorise des frappes sur la base principale des MiG, celle de Phu Quien. Après 3 jours de bombardements consécutifs, les pistes sont jonchées de cratères et une vingtaine de MiG sont endommagés ou détruits. Pourtant, la réaction des intercepteurs vietnamiens augmente avec l'intensité des opérations. Les équipages des chasseurs américains luttent ardemment pour s'opposer aux MiG, mais les attaques sont de plus en plus massives et avec les nouvelles tactiques des Viets, les formations de bombardiers américains subissent de lourdes pertes. Les équipages américains réussissent à détruire en vol 118 MiG pendant la campagne Rolling Thunder, mais les pilotes vietnamiens parviennent à abattre 56 appareils. Une perte pour 2 victoires. Ce sera le plus mauvais score des aviateurs américains au combat. Le 1er avril 1968, le président Johnson décide l'arrêt des missions contre le Nord-Vietnam au-dessus du 19e parallèle. En novembre de la même année, toutes les opérations Rolling Thunder sont suspendues. Les spécialistes vont devoir se pencher sérieusement sur l'amélioration de l'efficacité des forces aériennes américaines. Mais pour l'heure, la guerre aérienne au-dessus du Nord-Vietnam prend fin. Le 30 mars 1972, le Nord-Vietnam lance une offensive massive pour envahir le Sud. Une semaine plus tard, le président Nixon ordonne à l'aviation américaine de retourner vers le nord. L'opération Freedom Train a pour objet d'arrêter le flot d'hommes et de matériel déversé vers le Sud-Vietnam par une campagne de bombardement massif. Début mai, les bombardements sont étendus à tout le pays avec l'opération Linebacker. Les Nord-Vietnamiens ont profité de la longue interruption des attaques aériennes américaines pour renforcer leur défense. En 1972, l'armée de l'air nord-vietnamienne dispose de 250 chasseurs MiG-17, MiG-19 et MiG-21. Les attaques les plus dangereuses viennent des pilotes de ces derniers, qui ont eu le temps de perfectionner leur tactique. Ils arrivent discrètement à basse altitude derrière les formations américaines, passent en vitesse supersonique, tirent leurs missiles atoll et replongent rapidement pour disparaître. Cette méthode ne laisse que peu de temps aux équipages des chasseurs bombardiers pour parer à l'attaque. Ils ne peuvent même pas engager l'appareil ennemi
lorsqu'ils passent en vitesse à travers la formation avant de se volatiliser. Notre tactique pour contrer ça consistait à faire le maximum pour nous protéger à 6 heures. En cas de formation à 4, on se croisait 2 par 2. On partait à 90 degrés à droite, puis on virait à 90 degrés vers la gauche. 180 degrés droite suivi d'un 180 degrés gauche. On n'arrêtait pas de manœuvrer dans les secteurs à haut risque. La longue période de répit des bombardements a laissé assez de temps aux Nord-Vietnamiens pour mieux former leurs pilotes. La plupart sont des nouvelles recrues appelées pour remplacer les victimes de l'opération Rolling Thunder. Mais ceux qui ont survécu ont affûté leur talent de guerriers et appris à utiliser leur expérience au combat au détriment des renseignements fournis par les contrôleurs au sol. Dès qu'on les affrontait, on savait tout de suite quel genre de pilote on avait affaire. S'il restait qu'il était agressif, c'était un problème. C'était à coup sûr un ancien. Et il allait s'accrocher et se battre avec beaucoup de talent. Mais s'il apparaissait comme un jeune lieutenant et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, c'était un nouveau. Il ne maîtrisait pas son appareil. Il se référait au système soviétique de contrôle terrestre, ce qui voulait dire que le commandement du vol se faisait à partir du sol depuis un camion radar. On ne peut pas se permettre d'avoir un temps de réaction avec la personne qui consulte son écran radar et qui vous dit ce qu'il faut faire. Ce doit être instantané. Il se faisait tuer. L'US Navy et l'Air Force utilisent des méthodes très différentes pour améliorer l'efficacité de leurs unités de chasse pendant l'interruption des bombardements sur le nord. L'US Air Force se concentre sur les problèmes techniques. Les nouvelles séries de Phantom reçoivent un canon intégré. De nouveaux radars embarqués sont mis au point. On essaie de résoudre la question des missiles qui handicapent depuis des années les équipages. L'US Navy, quant à elle, mise sur l'entraînement de ses pilotes en créant une école de perfectionnement en tactique de combat et d'utilisation optimale des armes. C'est la célèbre Top Gun. Pendant 3 semaines bien remplies, à la base aéronavale de Miramar, en Californie, les équipages de Phantom font des exercices de simulation au combat contre des avions aux caractéristiques proches des MiG. Après le lancement de l'opération Linebacker par le président Nixon, 3 jours suffisent pour démontrer que cet entraînement a porté ses fruits. Le 10 mai 1972, le lieutenant Randy Cunningham et son Rio, le lieutenant Willie Driscoll, participent avec 35 autres avions à une attaque aérienne sur la voie ferrée entre Hanoï et le port de Haiphong. Leur mission consiste à détruire des batteries anti-aériennes avec des bombes à fragmentation, tout en protégeant la formation contre les MiG. Cunningham et Driscoll atteignent la zone de l'objectif comme prévu, mais ils ne savent pas encore que 22 MiG ont décollé et sont prêts à intercepter les appareils américains. Je venais de bombarder un des objectifs et en m'éloignant du secteur, j'ai fait une erreur. On ne doit jamais regarder la cible qu'on vient de frapper. On doit surveiller les MiG. J'étais en train de dire à Willie, regarde la cible qu'on vient de toucher. Et mon ailier, Brian Grant, m'a appelé MiG-17 à 7 heures. Et on a viré comme ça, juste à temps pour voir des traçantes qui arrivaient à toute vitesse droit sur nous. Cunningham vire très sec, forçant l'adversaire à passer devant. Une fois derrière, il se remet rapidement dans l'axe du MiG et tire un Sidewinder. Le missile se dirige droit sur l'avion ennemi et le fait exploser. L'équipage se met alors à chercher d'autres adversaires et remarque que plusieurs d'entre eux se sont mis en roue de chariot, une tactique de défense utilisée par les pilotes de MiG pour protéger mutuellement leurs arrières. Cette disposition ne présente aucun risque pour les Américains tant qu'ils attaquent par le côté, en tirant des salves lorsqu'ils passent à travers la roue sans perdre de vitesse. Mais 2 des fantômes ont ralenti et manœuvrent désespérément à l'intérieur de la roue. Cunningham et Driscoll essaient d'aider le F-4 piloté par leur commandant. Celui-ci est poursuivi par 2 MiG-17 et un 21, et chaque fois que les avions américains virent, d'autres appareils ennemis fondent sur eux.
J'essayais de me trouver toutes les excuses possibles pour sortir de là, parce qu'en général, dans ces conditions, on n'a qu'une chance sur 100 de s'en tirer. J'avais même commencé à virer pour filer en me disant « Je suis mort si je rentre là-dedans ». J'étais en train de m'éloigner quand je me suis dit « Si je m'en vais, le chef va y passer ». Et comment pourrais-je voir sa femme et ses enfants en sachant que je n'ai pas au moins tenté quelque chose? Cunningham et Driscoll retournent dans la mêlée et manœuvrent pour se placer derrière le MiG qui se trouve au niveau des ailes de leur commandant. Ils jouent du manche pendant plusieurs secondes pour obtenir une fenêtre de tir, craignant qu'un Sidewinder ne se cale sur la tuyère d'un des leurs. Soudain, saisissant l'instant, Cunningham tire. Le MiG explose juste à côté de l'appareil du commandant, mais le fantôme n'est pas touché. Les autres MiG dégagent immédiatement et piquent vers Hanoï. Craignant de tomber sur d'autres MiG, Cunningham et Driscoll se dirigent vers le reste de la formation. Mais leur journée est loin d'être terminée. Alors qu'ils filent vers la côte, un MiG-17 isolé fait son apparition. Cunningham vire et fait immédiatement face à l'appareil ennemi, pour l'empêcher de se placer derrière lui. Les canons du MiG se mettent à cracher des flammes, forçant Duke à piquer brutalement. Généralement, les pilotes nord-vietnamiens rompent le combat dès qu'ils perdent l'avantage. Mais celui-ci n'est pas un pilote ordinaire. J'étais sûr que le MiG, à l'instant où j'ai redressé et où j'allais virer vers lui comme ça, allait filer direction Hanoï. Je pensais revenir et le poursuivre. Mais au contraire, quand j'ai pointé mon nez vers le ciel, croyant l'avoir filé, et que je suis arrivé à la verticale, j'ai regardé derrière et j'ai vu des lunettes, un foulard blanc. On se regardait à travers nos verrières grimpant tous les deux à la verticale, lui légèrement en dessous. J'ai basculé en boucle, lui laissant l'initiative. J'avais commis une autre erreur. Il a tiré, j'ai pu échapper à ses balles. Il était à 6 heures, ce n'était pas là que je voulais qu'il soit. Duke Cunningham accélère, vire très sec et donne un coup de palonnier afin de se positionner derrière le MiG. Mais le pilote vietnamien réagit en exécutant pratiquement la même manœuvre. Pendant plusieurs minutes, les deux avions rivalisent, l'avantage passant de l'un à l'autre dans une succession de manœuvres en ciseaux. Tout à coup, Cunningham se souvient d'un engagement similaire qu'un instructeur lui a fait un jour subir à Top Gun. Il redresse brusquement pour grimper à la verticale. Une fois de plus, le pilote du MiG le suit de près. Mais cette fois, Duke va faire une manœuvre inattendue et très risquée, rendue célèbre par le film Top Gun en 1986. Exactement comme dans le film. Il a commencé à redresser en se plaçant dans cette position. Et là, j'ai coupé les gaz, mis les aérofreins et les volets en même temps. Et il m'a dépassé. J'avais déjà fait cette manœuvre au cours de mon entraînement à Top Gun. Elle avait marché contre le pilote instructeur et elle a marché cette fois-là aussi. Il est passé devant moi et c'est là qu'on l'a abattu. Le MiG essaie de redescendre en piqué, mais il est trop tard. Cunningham tire un seul Sidewinder. Quelques secondes plus tard, il aperçoit un bref éclair et une traînée de fumée noire. Le MiG va s'écraser au sol. Cunningham et Driscoll sont épuisés, mais fous de joie. Ils viennent d'affronter un des meilleurs pilotes vietnamiens et ils ont gagné. Ils deviennent par la même occasion les premiers as de la guerre du Vietnam, remportant leur 3e, 4e et 5e victoire au cours d'un seul engagement. Les deux hommes ne vont pas profiter longtemps de leur triomphe. Alors qu'ils se dirigent vers les côtes, ils reçoivent un appel d'urgence. Des missiles SAM viennent d'être lancés des alentours de Nam Dinh. Cunningham regarde en direction de la ville et aperçoit juste à temps un SA-2 se diriger droit sur lui. Le missile explose à quelques mètres du F-4 et des éclats frappent le dessous de l'avion. Le pilote tire le manche pour faire grimper sa machine et parvient à lui faire parcourir 80 km en tonneau jusqu'à la mer, en se servant uniquement du ballonnier et de la poste-combustion. À peine au-dessus du golfe du Tonkin, une explosion détruit l'arrière du Fantôme.
L'équipage n'a que quelques secondes pour s'éjecter. Cunningham est blessé au dos pendant l'éjection. Finalement, les deux hommes sont récupérés grâce à une opération conjointe de la Navy et de l'US Air Force. Il est difficile de traduire l'excitation des combats aériens, tout comme la peur qui tenaille Cunningham et Driscoll, et des centaines d'autres pendant les missions au-dessus du Nord-Vietnam. Les deux hommes, chaudement félicités pour leur incroyable prouesse, sont simplement heureux de s'en être sortis vivants. Les hélicoptères sont venus nous repêcher sous le feu de l'ennemi. L'histoire de ce sauvetage est exceptionnelle. Imaginez un peu, arriver sur l'objectif, larguer les bombes, s'éloigner, et là se faire agresser par 22 MiG, engager 3 combats, réussir à dégager, puis être touché par un SAM, faire 80 km en tonneau, puis finalement la queue de l'avion qui explose. On se retrouve en vrille et on s'éjecte. C'est un moment extrêmement éprouvant. Personne ne peut imaginer ce que nos jeunes gars ont pu subir. Beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. En 1972, les équipages des chasseurs de l'US Navy démontrent à maintes reprises l'efficacité de l'entraînement au combat enseigné à Top Gun. Ils peuvent afficher un score global de 12 victoires pour 1 perte contre les MiG nord-vietnamiens. L'US Air Force ne peut se prévaloir d'un succès aussi brillant. Entre juin et juillet 72, les victoires et les pertes sont équivalentes. De nombreux facteurs concourent à ces résultats déplorables. Entre autres, la capacité des Nord-Vietnamiens à détecter les attaques de l'Air Force bien avant celles de la Navy. Mais il est clair aussi que l'effort porté sur les seuls critères techniques, au détriment de la tactique et de l'entraînement, donne peu de chance aux équipages dans ce contexte d'intenses combats aériens de l'année 1972. On ne nous a pas laissé nous entraîner pour le type de combat que nous allions mener. Et c'est bien dommage. On ne nous permettait pas de procéder autrement. Si bien que quand je suis revenu une deuxième fois, en 1972, j'étais parfaitement bien entraîné, mais je n'avais jamais affronté un autre type d'avion en combat simulé. La première fois que j'ai vu un avion autre que les nôtres évoluer dans le ciel, c'était un MiG-21 au-dessus d'Hanoï. L'US Air Force a beaucoup de mal à constituer des équipages et à conserver une certaine stabilité parmi eux pendant l'opération Linebacker. Les équipages de l'US Navy se composent en général de 2 hommes qui ne se quittent pas de toute la durée de leur service. Dans l'US Air Force, les équipiers changent parfois quotidiennement en fonction des nouveaux arrivants, des rotations et du départ de ceux qui ont effectué leurs 100 missions de combat réglementaires. Pourtant, les pilotes de l'Air Force s'efforcent de préserver une certaine stabilité, choisissant non seulement leur GIB, mais aussi les hommes qui intégreront la formation classique de 4 appareils. C'était un avantage incontestable de garder son équipier dans ces conditions. Rien ne valait 2 personnes très bien entraînées qui volent ensemble en permanence. Chuck de Bellevue et moi avons effectué nos 100 sorties ensemble. Chuck était le meilleur GIB de la base du Bon, et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le choisir. On en était arrivé au point où on n'avait pratiquement plus besoin de se parler dans le cockpit. Je savais ce dont il avait besoin et réciproquement. Les efforts de l'Air Force pour améliorer l'équipement finissent par payer. Les plus grandes modifications sont faites sur le Disco, le C-121 de l'Air Force, qui prévient de l'arrivée des MiG et assure le contrôle aérien. Il est muni de nouveaux radars en même temps que le Red Crown, le navire de surveillance et de contrôle de la Navy. Ces nouveaux équipements permettent de recevoir les transmissions des MiG nord-vietnamiens exactement comme leurs contrôleurs au sol. Avec ces radars plus modernes, le Red Crown et le Disco
peuvent identifier beaucoup plus rapidement des MiG arrivant à basse altitude et ainsi diriger les chasseurs américains vers une position favorable pour l'attaque. L'importance de ces améliorations techniques et de la stabilité des équipages va se faire sentir au cours d'un engagement aérien particulièrement violent de la campagne Linebacker. Le 8 juillet 1972, le capitaine Ritchie commande une formation de 4 fantômes chargés d'une mission Egress-Cap, visant à la protection des avions de retour d'un raid de bombardement sur Hanoï. Assis à l'arrière ce jour-là, comme des dizaines de fois auparavant, le capitaine Chuck de Bellevue. En approchant de Hanoï, on pouvait entendre les conversations radio ennemies. D'abord nord-est, puis est, puis sud-est de Hanoï, et enfin sud. Puis le contrôleur à bord du Disco, qui nous prenait en charge, cria brusquement « Paula », ce qui voulait dire que nous devions nous regrouper pour que sur son écran radar, tout le monde soit sur un tout petit espace aérien. Très bien, mais on ne voyait personne. On commençait à s'inquiéter sérieusement. Pendant environ 2 minutes, 8 têtes se tournaient sans arrêt, vérifiant à 6 heures, regardant partout, pour s'assurer qu'il n'y avait personne derrière. Puis, en manœuvrant, j'ai eu un pressentiment. Steve a dû avoir le même en même temps. Ils étaient peut-être devant nous. J'ai regardé à 11 heures. Juste à la gauche du nez du F4, j'ai vu un point noir sur un nuage blanc. Ce n'était pas normal. Très vite ensuite, on s'est retrouvé face à face avec un MiG-21. Ritchie et de Bellevue savent que les pilotes nord-vietnamiens s'aventurent rarement seuls au combat. L'équipage commence à virer sec, comme s'il allait tenter de se placer derrière le premier MiG. Mais il arrête la manœuvre. Un second MiG passe à pleine vitesse. Il s'était positionné pour leur tirer dessus au cas où ils auraient terminé leur manœuvre. Ritchie rompt brutalement juste derrière le second chasseur vietnamien et le suit. On s'est positionné derrière le dernier. On a calé le radar sur lui. Il virait serré et le missile s'est dirigé au centre du rayonnement radar, qui est sur un MiG-21 juste derrière le cockpit, à l'endroit où les ailes rejoignent le fuselage. C'est là que le missile l'a coupé en deux. Il accélérait encore quand il a été touché. On a dégagé, parce que quand un MiG se faisait descendre, l'autre rompait toujours le combat. Et notre numéro 4 a lancé un appel. « Hey Steve, il est sur moi ». Le MiG avait fait un tour complet et il arrivait droit sur nous. On a replongé dans la bagarre et on a réussi à se caler sur le second MiG. Il était à la limite de l'écran radar, à environ 1000 mètres, 1200 mètres de nous. On a tiré un missile qui a fait mouche. Il l'a coupé en deux. Il s'était passé 1 minute et 29 secondes entre l'apparition du petit point noir sur le nuage et le second missile au but. Dans les 2 mois qui suivent cette double victoire spectaculaire, le capitaine Ritchie abat son 5e MiG-21, ce qui fait de lui le premier as de l'US Air Force de la guerre. Le capitaine de Bellevue, le gars à l'arrière pendant 4 de ses missions, va remporter 2 victoires de plus avec un autre pilote. Il est l'as le plus brillant de tout le conflit du Vietnam. Le mérite des 2 hommes est largement reconnu. Personne n'oubliera cette action d'exception du 8 juillet 1972. Cette mission préfigure les combats aériens du futur, quand les avions les plus modernes et leurs équipages seront poussés à leur extrême limite. Essayez d'imaginer une arène où l'on met sa vie en jeu à chaque combat. On gagne, on reste en vie. C'est très excitant. Bien sûr, sans une excellente équipe soudée, c'est impossible. Je l'ai répété de nombreuses fois en public. Sans les milliers de jeunes appelés qui quotidiennement exécutaient leur travail de manière professionnelle, non seulement Steve Ritchie ne serait pas devenu un as de la chasse, mais ne serait sûrement pas en vie. La guerre du Vietnam fut non seulement une épreuve redoutable, mais elle a entraîné d'importants changements dans les forces aériennes américaines. Les Nord-Vietnamiens furent des adversaires de haut niveau. Ils ont abattu 80 avions en combat et ont forcé de nombreux autres à rebrousser chemin.
Les équipages de la chasse américaine ont pu empêcher la perte de nombreuses victimes et ont abattu près de 200 MiG pour y parvenir. Les pilotes nord-vietnamiens, sans grande expérience, n'avaient pas souvent l'occasion d'exploiter au mieux les avantages de la méthode soviétique, le contrôle tactique au sol. S'ils avaient été meilleurs, si on leur avait permis de s'améliorer, nous n'aurions pas survécu. Je crois que si j'avais dû, moi, défendre Hanoï avec une douzaine de mes meilleurs pilotes, si j'avais dû affronter les forces américaines avec un MiG-21, elles n'auraient pas résisté. Je crois que j'aurais pu abattre un F-4 tous les jours avec un MiG-21 parce qu'il était relativement facile pour eux de se positionner de 3/4 arrière, de passer en supersonique et de tirer un atoll avant de piquer vers le sol. Mais ils n'étaient pas très bons à ce petit jeu-là. À la suite de la guerre du Vietnam, les avions de combat américains vont bénéficier de progrès technologiques considérables. Mais c'est surtout l'entraînement tactique qui va évoluer de façon significative. Aujourd'hui, l'école de perfectionnement Top Gun de l'US Navy continue de former des équipages de plus en plus compétents. L'US Air Force, quant à elle, a finalement constitué un escadron d'agresseurs, spécialisé dans les tactiques soviétiques. Elle lance les exercices Red Flag, au cours desquels s'affrontent les meilleurs escadrons américains et les équipages alliés du monde entier. Les vétérans de retour du Vietnam se sont beaucoup impliqués dans la mise en place de ces programmes, comme d'ailleurs dans tous les domaines nécessaires à la formation des pilotes d'avions de combat. Ces pilotes devront suivre les règles de la nouvelle guerre aérienne entamée dans le ciel du Nord-Vietnam.